Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue dans une nouvelle review, celle du Grand Prix de Singapour. Je suis en compagnie de Paul Perardel. Paul, comment vas-tu ? Salut, salut. Eh bien écoute, ça va plutôt pas mal. On a pas mal de choses à dire, donc on va pouvoir attaquer tout de suite. Exactement. Alors, on va commencer par rappeler un petit peu ce qui s'est passé pendant ce Singapour Grand Prix. Victoire de Sébastien Vettel devant son coéquipier Charles Leclerc. Max Verstappen sur le podium 3e. Pas de Mercedes sur le podium. Mercedes qui n'avait pas fait la pole non plus puisqu'elle était aussi revenue à Charles Leclerc. Sébastien Vettel, driver of the day. Ferrari a tout raflé ce week-end. On peut aussi noter Antonio Giovinazzi dans les points, 10e avec son Alfa Romeo. On en reparlera de ça d'ailleurs. Pierre Gasly, un de nos deux Français, 8e. Enfin, bref, pas mal de choses à parler. Et on va commencer par le plus gros du week-end. Ce qui s'est passé entre Ferrari et Mercedes. Les stratégies des deux différents camps. Alors on va les expliquer très vite fait. D'abord la stratégie Ferrari qui a été de faire entrer Sébastien Vettel avant. Sébastien Vettel qui était d'ailleurs, précisons-le, deuxième à ce moment-là. Exactement, et donc ce qui a permis en fait de réaliser l'undercut sur tout le monde, y compris sur Charles Leclerc, donc il est ressorti absolument devant tout le monde. Ferrari n'avait pas trop prévu ça, que sur un tour les pneus neufs permettraient une telle avance. Et puis ça a un peu contrarié Charles Leclerc pendant le reste de la course, mais ça a surtout obligé Mercedes à sortir un peu en panique et à... Lewis Hamilton a dû rester sur la piste un peu piégé par cette stratégie. Il a perdu beaucoup de temps et lorsqu'il a dû revenir sur la piste, on a demandé à Valtteri Bottas de gentiment ralentir de 3 secondes par tour pour laisser passer. Alors, est-ce que finalement Mercedes est gagnant avec cette stratégie où Bottas a dit à la fin de la course « Oui, nous sommes une équipe, si j'avais été devant, il aurait fait la même » ou est-ce que c'est Ferrari, malgré l'énervement de Charles Leclerc, qui est sorti vainqueur de ce jeu de stratégie ? Alors pour moi, clairement, le coup de la stratégie, je tire mon chapeau à Ferrari. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un coup stratégique qui marche côté Ferrari. Même si effectivement on aurait tous aimé, enfin en tout cas toi et moi, on aurait aimé voir Leclerc sur la plus haute marche du podium. Là, au final, on a un doublé Ferrari. Et pour Ferrari, c'est bien essentiel. On a deux Ferrari sur les deux plus hautes marches du podium. On assure le max de points. Pour Ferrari, c'est un bon week-end, c'est une réussite. Comme tu l'as dit, Ferrari, et d'ailleurs personne, qu'on se le dise, personne n'avait prévu qu'en passant les pneus médiums, on tapait 4 secondes au tour aux gars en pneus tendres usés. Personne ne l'avait prévu. Et c'est d'ailleurs pour ça que Leclerc est sorti, était frustré dans la voiture au début. J'ai trouvé d'un autre côté, même si c'était de la frustration, le fait de l'exprimer, le fait de dire voilà les gars, c'était pas le résultat que j'espérais, on a quand même un bon résultat pour l'équipe, mais on va rediscuter de la stratégie, de ce qui s'est passé après. Pour moi, c'était la réaction d'un mec hyper mature, hyper posé, c'était génial d'entendre ça. En gros, un mec qui se plaint, parce que mine de rien, on peut comprendre que le gars était parti, il avait fait la pole, il était parti pour gagner, il finit deuxième, pas de sa faute. Forcément, il est un peu grognon, mais d'un autre côté, il va pas cracher sur l'équipe et il dit on en discute après. Donc pour moi, tout est gagnant côté Ferrari, surtout qu'il faut rappeler qu'à l'inverse, au début de l'année à Bahreïn, ils étaient à peu près dans une situation similaire et ils avaient choisi de faire s'arrêter Leclerc en premier pour ne pas subir l'undercut et au final, ça n'avait pas été la stratégie gagnante. Donc ils ont fait l'inverse ce coup-ci, ils ont appris de leurs erreurs et là, ils sont sortis gagnants. Donc pour moi, un bon point pour Ferrari. À l'inverse, un carton jaune pour Mercedes. Parce qu'on se le dise, Hamilton, il a 100 points d'avance. Le championnat, il l'a déjà plié. C'est-à-dire que la fiabilité, il ne va pas avoir de problème. À la régulière, il n'y aura pas de problème. Et même à l'irrégulière, pour moi, il faudra un cas de force majeure énorme pour que Hamilton ne gagne pas ce championnat cette année. Quel est le besoin de demander à Bottas, qui fait sa course peinard de numéro 2, un peu moyen, bon, c'est mon avis personnel, mais voilà, il est dans son truc, il est parti pour être devant Hamilton au final parce qu'il a arrêté plus tôt, parce que ça s'est passé comme ça. On lui demande de ralentir pour laisser Hamilton repartir devant, je ne comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi en fait. Il y avait rien à jouer pour Hamilton, c'était plié. Il prenait 3 secondes au tour. Il aurait été incapable de remonter tout ça. Même avec les 3 voitures de sécurité d'ailleurs, il n'a pas été capable de remonter tout ça. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on a demandé à Bottas. Bottas, c'est un numéro 2 qui vivote un peu au fond de l'eau, comme je te disais tout à l'heure. Et pour moi, il est un peu au fond de l'eau. Et là, en gros, on lui a demandé de se lester de 3 tonnes de plomb en plus pour laisser le grand chef Hamilton avoir la tête lui hors de l'eau.
bon, personnellement, je comprends pas. Alors, concernant Bottas, on le savait un petit peu que ça allait être le numéro 2, c'est pour ça qu'ils l'ont pris plutôt qu'Ocon, hein. C'est parce que c'est un numéro 2 qui se tait. Moi, de ce côté-là, je suis pas surpris parce qu'ils l'ont déjà fait, Mercedes. Hamilton avait déjà laissé passer Bottas en Hongrie en 2017 pour les derniers tours, pour que Bottas ait sa chance. C'est déjà arrivé que Bottas laisse passer Hamilton, notamment en Russie à Sochi. Donc c'est un team où les consignes sont assez claires. Après, concernant Ferrari, qu'il n'ait pas anticipé l'avance de Vettel, c'est normal, puisqu'en fait, la plupart des virages où la motricité se fait, c'est dans le dernier secteur. Et donc, avant le dernier secteur, Charles Leclerc ressortait toujours devant Sébastien Vettel. Et c'est là où l'écart s'est creusé de façon considérable et ça a permis à Sébastien Vettel de ressortir devant. D'un point de vue pilote, j'ai trouvé que l'attitude de Charles Leclerc, comme tu l'as dit, était excellente, c'est-à-dire de vouloir se battre à tout prix. Il n'est pas venu pour être numéro 2, ça c'est clair et net. Il a remporté les 2 victoires de Ferrari cette saison. C'est clairement lui qui porte l'équipe dans ses dernières courses et il mérite amplement ce statut de numéro 1 à égalité. Après, est-ce que ça peut pas laisser des tensions sur le long terme ? J'espère pas, mais j'ai l'impression que ça peut quand même un petit peu en laisser. C'est-à-dire que on connaît Sébastien Vettel qui est toujours comme un Lewis Hamilton très calculateur. C'est des mecs qui savent bouffer leur adversaire. Hamilton l'a prouvé avec Rosberg, le prouve avec Bottas, Vettel l'a prouvé avec Weber. Bon, avec Ricciardo ça s'est un peu plus mal passé, mais c'est des numéros 1 dans l'âme, ils aiment pas trop se faire titiller. Et est-ce que Sébastien Vettel va aimer l'attitude de Charles Leclerc derrière lui ? J'en suis pas sûr. Après, comme tu l'as dit, Mercedes s'est fait piéger comme des enfants. Ça leur arrive de temps en temps, hein. Depuis 2014, depuis le début de leur domination, ça leur arrive à peu près 1 à 2 fois par saison, où trop sûrs de leur force, ils se permettent des petites largesses en termes de stratégie. Et quand Ferrari réussit un coup de maître, alors est-ce que c'est un hasard, est-ce que c'est totalement calculé, on ne le saura sans doute jamais, mais quand Ferrari réussit un coup comme ça, Mercedes se retrouve piégé, et au lieu de faire entrer tout de suite Lewis Hamilton pour un peu limiter la casse et pouvoir repartir avec des pneus plutôt neufs à 3-4 secondes des Ferrari, Lewis Hamilton est reparti très très loin parce qu'on a essayé de le laisser en piste 3, 4, 5, 6 tours de plus, alors qu'il fallait pas du tout laisser traîner. Et on a l'impression qu'il y avait un peu d'intentisme du côté du team Mercedes, et qu'il s'était un peu pétrifié, un peu sur place, bloqué, ne sachant pas quoi faire. Et c'est vrai que, comme tu as dit, c'est un bon rappel à l'ordre pour Mercedes. Après, ouais, moi je te dis, j'ai l'impression que ça peut créer des tensions chez Ferrari. Je te fais confiance sur la gestion du duo Sébastien Vettel-Charles Leclerc, mais je mettrai quand même un petit peu en pointillé ça. Après, on peut le dire, c'est quand même un week-end parfait pour Ferrari, qui a réussi à faire la pole, qui a réussi à faire le doublé. Il leur manque juste le meilleur tour, qui est pour Kevin Magnussen, mais ça c'est anecdotique finalement, puisque ça s'est fait dans les derniers tours. Et Ferrari qui revient plutôt bien sur ces dernières courses là. Effectivement, d'ailleurs, juste pour dire un mot sur le meilleur temps, je vois pas trop la logique, si ce n'est rebooster l'ego de Magnussen. Il est complètement en dehors du top 10. Pour moi, sortir les pneus super tendres et taper un chrono à la fin quand ça n'apporte rien, puisque là, pour le coup, étant en dehors du top 10, il ne marque pas le point du meilleur temps. Je vois pas trop l'utilité, à part taper dans le moteur, taper dans la mécanique, donc bon, pourquoi pas. Mais bref. Alors il y a eu quelques événements qui sont venus émailler cette course en plus de ce duel. Il y a eu beaucoup d'événements d'ailleurs qui sont venus émailler cette course. On va les prendre un par un. Tout d'abord, comme d'habitude, les safety cars sont sortis. On a attendu un petit peu. 35e tour pour qu'elles sortent, alors que la voiture crashée s'était crashée un tout petit peu avant, on va dire quand même, au 34e tour, et on a attendu le 35e, 36e tour pour que la voiture de sécurité sorte. Ça, on en reparlera dans quelques minutes. Mais premier accrochage entre George Russell et Romain Grosjean. George Russell abandonne, Romain Grosjean continue. À qui la faute, mon cher ? Je te laisse décider. Allez, histoire de laisser d'être un peu plus partial, je vais dire 90-10 pour Grosjean. Clairement, il est effectivement à la hauteur de Russell au début du virage, mais il est absolument pas sur la bonne trajectoire, et surtout, il y a un mur en sortie. Je comprends pas en fait la logique. C'est-à-dire que sur un circuit traditionnel, il y a un peu d'herbe, il y a un peu de gravier, il y a un vibreur. On peut se permettre de prendre un peu de largeur et tout. Mais là, je vois pas. Il se doute que derrière le virage, c'est pas une ligne droite qu'il y a derrière. Russell va sortir à fond de balle. La Williams, c'est pas la voiture la plus précise, la plus pointue du plateau. On se doute bien qu'en termes de trajectoire, du coup, il va pas être au millimètre près. À quel moment tu te dis, je vais rester à sa hauteur ?
à l'arrière en plus, c'est-à-dire à un endroit globalement où en termes de visibilité on ne te voit pas, et je vais rester là et le gars va me laisser de la place. À quel moment tu te dis ça? C'est d'un niveau, je vais pas dire de stupidité parce que c'est fort quand même comme mot, mais c'est un manque de professionnalisme de sa part. Il aurait dû lâcher un peu, lever un peu le pied, se recaler dans la trajectoire, voire même prendre une meilleure trajectoire que Russell, réaccélérer à fond et le redoubler au virage suivant. Il a absolument pas resté là, et voilà, et du coup ça apporte rien. Enfin, ça lui apporte rien, ça apporte rien à personne, ça sert à rien, et voilà, il fout Russell dehors sur un accident complètement stupide. Et voilà, je l'ai dit. Oui, et puis enfin, le problème, c'est que effectivement, il est légèrement en tête à l'entrée du virage, mais il sait très bien qu'avec la configuration de ce virage-là, et comme on est sur un circuit en ville, tu l'as très bien dit, il y a un mur, ça sert à rien d'insister parce qu'il n'y a que deux solutions lorsqu'on les voit rentrer en début de virage, c'est soit il envoie Russell dans le mur, soit il va lui-même dans le mur. Donc on comprend pas pourquoi il insiste. Ou les deux vont dans le mur dans le scénario le plus incroyable. Mais ça se passe comme ça, et finalement, enfin, ça fait qu'ajouter à la course un peu n'importe quoi de Grosjean, qui a été transparent pendant toute une moitié de course. Jusqu'à ce moment-là, en fait, on l'a vu traîner en fond de peloton, avoir du mal à dépasser les Williams, avoir du mal avec Pérez notamment, être largué à plus de 15 secondes de la voiture devant lui à un moment, après son départ catastrophique où il loupe le premier virage, et en plus il loupe le cône derrière lequel les voitures doivent passer au troisième virage, donc c'est encore une fois une preuve d'amateurisme. Et dans la deuxième partie de course, on l'a vu remonter jusqu'à pouvoir quasiment jouer le point de la 10e place, alors qu'il venait de mettre Russell dans le mur, et c'est ce qui avait provoqué son début de remontée grâce à safety car. Donc c'est un peu improbable sa situation quand même. Ouais. Pour moi, il a. Alors on mettra peut-être ça sur le coup d'un hypothétique relâchement à l'issue. Il vient de re-signer son contrat, il est prolongé d'1 an. Peut-être que voilà, t'as un moment de détente. Ça prouve quand même que le bonhomme, en termes de mental, c'est pas le top du top. On le sait depuis longtemps, hein, que Grosjean, le mental, c'est pas son point fort. Que dès qu'il y a un coup de pression, dès qu'il y a un coup de mou, dès qu'il y a un coup de pas bien, tout de suite en piste, ça se sent. Et là, bah voilà, c'est une énième preuve que Grosjean, quand le mental est pas au top, enfin quand le mental est perturbé d'une façon ou d'une autre, bah voilà, tout de suite ça déconne, quoi. Alors on en reparlera dans quelques minutes du cas Grosjean, Russell, comme on reparlera aussi de Raikkonen Kiat, mais on va aussi un peu parler quand même des stratégies qui nous ont permis de voir des choses assez cocasses, notamment à un moment un podium Giovinazzi, Gasly, Ricciardo, parce que Giovinazzi a quand même dominé 4 tours de la course. On a vu Stroll 5ème, enfin c'était un moment assez improbable, et finalement merci aux pneus Pirelli d'avoir tenu pour certaines voitures quand même. Merci à certains pilotes d'avoir réussi à les faire tenir aussi, on va pas se mentir, parce que la première partie de course c'était quand même sacrément à l'économie pour les leaders. Et puis ça nous donne une image sympa avec finalement 7-8 voitures à un moment, puisqu'on avait même 10 voitures, puisqu'on avait les 5 leaders et ce groupe de 4-5 retardataires qui étaient finalement devant grâce à la stratégie, être compactés en 10-15 secondes, et c'était un moment assez sympathique du Grand Prix. C'était effectivement quelque chose d'assez plaisant à voir. C'est souvent le problème qu'on a avec les pneus Pirelli, c'est que tout le monde a la même stratégie. Tout le monde part avec le pneu le plus tendre, et puis passe le cran du dessus un peu plus loin, et puis la deuxième moitié du peloton part avec le pneu médium, et puis chausse le pneu le plus tendre pour finir. Et globalement il se passe pas grand chose à part 2-3 dépassements dans les stands ou au départ. Là on a eu des stratégies assez variées. On a eu Gasly qui est parti avec le pneu le plus dur, à noter. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'est retrouvé si haut dans le peloton à un moment. Et puis après, avec tous les différents safety cars, on a eu des gars qui ont essayé un peu tout, des stratégies un peu différentes, et du coup ça donne un Grand Prix assez plaisant, comme tu dis. Et puis avec des batailles plutôt propres, alors même s'il y a eu 2-3 dépassements assez limites, comme celui de Vettel sur Gasly qui a plongé très très tard, mais Pierre a bien ouvert pour le laisser passer. Giovinazzi a plus facilement laissé passer Sébastien Vettel, mais bon, accointance Ferrari oblige, on ne peut pas lui en vouloir après qu'on ait vu pendant des années les Red Bull et les Toro Rosso s'écarter sur les chemins les unes des autres, voilà. Donc là-dessus il y a pas trop de soucis, mais ça a permis effectivement de voir ces images assez cocasses. Plongeons les pieds dans le plat tout de suite, très cher. Parlons du sujet qui fasse, parlons de la FIA, parlons sécurité, parlons de tous les couacs qu'il y a eu autour de la FIA. On parlait de l'accident Russell-Grosjean, il y avait quelque chose que tu avais noté concernant cet accident. C'était cet écart de 2 tours de safety car
qui est assez incompréhensible. Donc l'écart entre le moment où la voiture s'est crashée et le moment où on met enfin une safety car sur la piste. Voilà, pour moi, je sors un gros carton jaune à la FIA sur cette situation. Un petit carton jaune à Williams aussi et Russell sur le moment, je vais expliquer pourquoi. Mais pour moi, comme tu dis, le gros carton jaune, c'est à la FIA. On est dans un virage en aveugle où les pilotes arrivent quand même relativement assez vite. On a une voiture qui s'est crashée, qui est sur la trajectoire, dans le mur, sur la trajectoire à la sortie du virage. Et la FIA met 2 tours à sortir la voiture de sécurité. Je comprends pas là. Et C'est-à-dire, puis il n'y a pas rappelons de l'endroit où il virtual est. safety car. Voilà, vas-y. C'est le virage 8, c'est-à-dire qu'on est juste après la ligne droite de Memorial, donc on est juste après le Memorial Corner, là où tous les dépassements se font quasiment. On est dans une zone où on a vu très souvent, quasiment à tous les tours, 2 voitures de front à ces endroits-là. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé sur l'accrochage Grosjean-Russell. Et ça amène juste après ce virage, donc le numéro 8, le virage de Stamford, ça amène à la courbe numéro 9, Padang, qui ramène à une autre ligne droite avant un autre virage stratégique, le Singapore Sting. Donc on est vraiment dans un endroit du circuit où on a vu énormément de batailles avec 2-3 voitures de front. Et c'est là où ça pose problème, c'est que si, comme tu l'as dit, c'est un virage à l'aveugle, si 2 voitures de front arrivent à cet endroit-là, qu'est-ce qui se passe, sachant que Russell à un moment sort de sa voiture? Ouais, on a un carton. Il y a un carton énorme. Comme tu dis, c'est d'ailleurs pour ça que je tire un petit drapeau noir et blanc à Russell et Williams. Williams aurait dû dire à Russell de rester dans la voiture tant que la voiture de sécurité n'était pas sortie. Enfin, pour moi, l'image a été relativement hallucinante de voir Russell en train de se détacher, debout dans sa bagnole, alors qu'il n'y a pas de voiture de sécurité, que les gars passent à 150, 200 à côté. Enfin, imaginez la scène d'une autre Formule 1 qui vient taper dans la Williams de Russell alors que le mec est debout en train d'essayer de sortir. Enfin, Dramatique. une horreur, une horreur. Donc c'est pour ça là que pour le coup, voilà, drapeau noir et blanc aussi à Russell et Williams sur le coup. Russell aurait dû rester dans sa voiture tant que la safety car n'était pas sortie, et Williams aurait dû dire à Russell de ne pas sortir de la voiture tant que la safety car n'était pas là. Et du coup, après par contre, drapeau noir là, la FIA sur cette situation, je comprends pas à quel moment dans cette situation-là avec une voiture placée à cet endroit-là, on met 2 tours, allez peut-être 1 tour et demi, mais enfin on met plus de 3 secondes, plus de 10 secondes à dire on sort la safety car. Je comprends pas. Surtout qu'on a vu l'image des commissaires qui avaient l'air paralysés dans la salle de C'est ça, oui, on de- les a vus en plus, c'est ça, en train de se dire qu'est-ce qu'on fait. Mais ils ont un bouton à appuyer pour sortir la safety car, hein. Je crois qu'il n'y a même pas de radio ou quoi que ce soit. Ils appuient sur un bouton, le gars il sort avec la Mercedes AMG, il est parti quoi. Donc je comprends pas en fait à ce moment-là, qu'est-ce que tu essayes de débattre, de prendre comme décision. Enfin, on a eu un drame il n'y a pas longtemps. Voilà, ce serait bien d'éviter d'en avoir un deuxième pour des choses aussi stupides. Parce que là, pour le coup, c'était stupide, il faut le dire. Effectivement, et c'est pas comme si on est, comme tu fais très bien de le rappeler, c'est pas comme si on est après 5 ou 6 années sans aucun accident grave. On est quand même 3 semaines après le décès d'Antoine Hubert, donc c'est des moments où il faut énormément de sécurité, renforcer la sécurité à son maximum, et c'est pas ce qui a été fait là. Et d'ailleurs, la FIA double carton jaune sur ce coup-là, puisque l'accrochage n'a amené aucune action contre Grosjean. Grosjean qui a pu tranquillement se battre pour les points, alors qu'on l'a vu pour l'accrochage entre Kvyat et Raikkonen. On n'était pas sûr de qui avait fait la faute, de qui pénaliser. On a attendu la fin de la course pour juger, alors que là, Grosjean, on a très vite dit au bout de 4-5 tours que finalement, il n'y avait pas d'action supplémentaire à faire, et il a quasiment pu jouer un point grâce à la safety car qu'il a provoqué dans cette situation-là, donc c'est incompréhensible. On est d'accord. On est bien d'accord. Alors d'ailleurs, pour toujours parler de Grosjean et de la FIA, puisque c'est pourquoi est-ce que je sors un carton jaune à la FIA, enfin c'est même un carton rouge qu'il faudrait sur ce Grand Prix quand même. C'est suite au premier tour. Alors je vais en profiter pour faire un petit peu ma pub, hein. Vous vous souvenez que je suis aussi l'animateur d'un Instagram qui s'appelle Damn Track Limits, qui vous parle un petit peu de cette gestion des limites de la piste par la FIA qui est souvent problématique. Et là on a eu un exemple mais qui est magnifique.
magnifique de jurisprudence qui va aller à l'encontre de tout. C'est au premier tour, on a Grosjean qui élargit un petit peu parce que il y a quelqu'un qui est en travers, qui a tapé devant lui. Enfin, je crois qu'il y avait une raison valable d'élargir un peu dans le premier virage. Et on vous remettra un petit peu le détail du dessin, mais normalement, pour enchaîner sur le troisième virage, le 2-3, on est censé longer la piste par la droite et re-rentrer derrière un cône avec un Tout panneau à de fait, ouais. signalisation qui indique voilà, il faut passer par la droite. Et Grosjean, on l'a vu réaccélérer pleine balle pour essayer de rattraper son retard et couper à travers la ligne, juste devant le panneau, sans rien du tout, sans voilà, il est passé devant, il s'en fout, il a continué sa course pour pas perdre trop de temps. Et là encore, la FIA a dit pas de problème avec nous. Attendez les gars, je vous rappelle quand même qu'il y a un règlement. Il y a un règlement qui stipule qu'il faut respecter les limites de la piste ou en tout cas, à défaut de les respecter, en tout cas ne pas en tirer un avantage si on ne respecte pas. Sous-entendu, si on coupe un virage, on doit lever le pied ou aller faire un petit détour pour justement perdre du temps, pour ne pas gagner du temps. La Grosjean, enfin, si on avait les droits, on vous remettrait la scène parce qu'on le voit accélérer à fond et on voit qu'il rattrape une partie de son retard grâce à ce move. Enfin, c'est un non-sens de dire que le gars, il passe devant le panneau, il est à 2 mètres du panneau, même pas. Il passe devant le panneau, il coupe en plein travers. En plus, les gars, ça va, ils sont briefés, hein, ils ont un briefing des pilotes avant. On leur redit, voilà, attention, dans le virage 1, 2, 3, si vous sortez, vous devez aller passer au large pour revenir. On le répète à longueur de temps. Le gars, il s'en fout, il coupe à travers, il regagne du temps, il rattrape son retard. Et la FIA nous dit, il n'y a pas de problème. Attendez les gars, et là tu as une jurisprudence pour que la prochaine fois, le gars il dit bah regardez moi j'ai fait ça, oui non mais j'ai pas gagné trop de temps, en tout cas pas plus que Grosjean la dernière fois, Grosjean vous avez rien dit, vous avez rien le droit de me dire maintenant quoi. Et puis là où tu soulèves un problème qui va être important, c'est que ces plots ont commencé à être mis en place sur 2 circuits, c'est Barcelone et Sochi, où à l'époque on était super strict et où justement on faisait très attention à ces limitations, à ces limites-là. Le problème c'est que la semaine prochaine on est à Sochi, si ça arrive, qu'est-ce qu'on va faire? On est à peine une semaine après ce Grand Prix là, qu'est-ce qu'on va faire quand un pilote va couper? Parce que ça va forcément arriver, que ce soit en F1, en F2 ou en F3, on va avoir 5 courses dans le week-end, forcément un pilote va couper, qu'est-ce qu'il va dire? Il va aller voir la FIA et dire Grosjean a coupé librement, qu'est-ce que j'ai pourquoi est-ce que moi je serais sanctionné pas lui et le problème c'est qu'on arrive juste sur un circuit après. On serait après à Suzuka ou à Austin, il n'y aurait pas de souci parce qu'on pourrait attendre 2-3 semaines. Mais là on va voir l'exemple directement et la FIA va pouvoir se rendre compte du ridicule de la situation. Pourquoi insister autant à Barcelone et Sochi sur ce cône pour que sur les autres circuits ça serve juste de on ne sait pas, il est là, on peut l'éviter, bon c'est pas grave. C'est ça, c'est ça. Tu t'évoques très bien. En fait, on aurait la France après, où on a eu en plus le cas du cône, où en fait on gagnait du temps en passant derrière le cône. Bon, là, c'était un cas à part. Et là, on est à Sochi, on enchaîne. La semaine prochaine, on est à Sochi. Tu dis, ce fameux virage 2-3, là encore, où on est à peu près dans une configuration un peu similaire, où on peut gagner pas mal de temps en passant, en chantant le cône. Bah, qu'est-ce qui va se passer? Il y en a qui vont chanter, c'est sûr. Et qu'est-ce que va dire la FIA? Enfin, j'aimerais bien être dans les briefings de ce qui va être dit, parce que là, clairement, le sujet va être évoqué, c'est sûr. Et puis on se rappelle de la vidéo qui a mis la FIA en ligne il y a 2 ans en Malaisie où plusieurs pilotes avaient dénoncé le passage de Pérez en coupant le premier virage à Singapour, le Grand Prix d'avant. Et beaucoup de pilotes avaient dénoncé ce cas-là. C'est quasiment sûr que beaucoup de pilotes vont dénoncer ce qu'a fait Grosjean à ce moment-là. Ils vont poser la question directement. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que maintenant, nous, on n'a pas tous le droit aussi à un joker ou quelque chose comme ça? Parce que Grosjean, il y a eu le droit. Grosjean, en plus, a été sous le feu des projecteurs après avec ce qui s'est passé avec Russell. Donc, ça sera à voir, mais ça va être un point déjà chaud pour le week-end prochain. Ouais, on est bien d'accord. On va passer aux pronos, des pronos assez lamentables, mais bon, c'est Singapour, c'est la magie de la nuit, on va excuser ça comme ça. Hein. C'est ça. 4 sur 10 pour tous les deux, puisque on avait donné, alors dans les bons résultats communs, on avait donné Hamilton devant Bottas grâce au team d'équipe, merci Toto Wolff, ça nous a donné un point chacun. On avait donné Verstappen devant Albon, de toute façon, tant que Verstappen sera dans une des 2 Red Bull, je pense que on n'a pas trop de risques à donner Verstappen. On avait donné Gasly, et là il faut féliciter l'énorme course de Pierre Gasly, je te laisse en parler, mais superbe course de Pierre Gasly. Et oui, puis si il fallait parler de stratégie, ce serait dommage quand même de ne pas parler de Gasly, qui est le seul pilote à faire le pari de partir avec les pneus médiums, donc les pneus les plus durs,
Et puis ça a marché, hein, puisque Gasly, il a été dans le top 3 pendant un moment de la course et il finit 8e dans les points après une belle course. Il a été attentif, il a été agressif quand il fallait. Voilà, très belle course. On lui avait demandé de step up un peu, là, d'augmenter son niveau, de la jouer un peu plus dur, de s'affirmer en tant que pilote. Et ben, je trouve que là, on a une course de référence de Pierre Gasly et je lui tire mon chapeau. Effectivement, ouais, c'est une très belle course de Pierre Gasly. Et d'ailleurs, le clin d'œil est parfait, puisqu'il y a 3 ans, Daniel Kvyat avait été rétrogradé de Red Bull à Toro Rosso durant l'année 2016 et avait retrouvé un peu le sourire à Singapour. Et cette année, Pierre Gasly a été rétrogradé de Red Bull à Toro Rosso et a retrouvé une très bonne performance à Singapour. Donc on espère que ça ne sera pas la même carrière en dents de scie que Daniel Kvyat. Mais en tout cas, c'est toujours un signe marrant de voir que les pilotes Toro Rosso qui sont passés par Red Bull retrouvent un peu de leur superbe lors du passage à Singapour. Parmi les bonnes réponses que tu nous avais données, tu nous avais donné aussi Giovinazzi à la place de Raikkonen. Alors là, ça a été une course un peu fantasque du côté des Alfa Romeo, puisque si on regarde la première partie de la course, on se dit formidable, Giovinazzi, quelle stratégie, forcément ça passe devant pendant que Raikkonen était nulle part. Et puis Giovinazzi pit, Raikkonen remonte à ce moment-là, safety car, Raikkonen peut remettre un train de pneus neuf et se retrouve 6-7 places devant son coéquipier. Là on se dit, ah finalement Raikkonen a la bonne stratégie. Et puis Giovinazzi a réussi à récupérer à la rigueur son coéquipier avant que celui-ci n'abandonne. Donc une course solide de Giovinazzi. Bon, moi j'ai toujours des doutes sur lui, mais force est d'avouer que sur cette course-là, il a été très solide et donc bien joué à toi. Tu trouves le bon point. Il est sur une dynamique positive, ça fait plaisir pour le bonhomme. J'ai été aussi un de ses plus grands détraqueurs sur la chaîne, on va pas se mentir. Voilà, je suis content de m'être trompé. Je suis content qu'il nous montre enfin qu'il commence à s'affirmer. Et pour moi, s'il continue comme ça jusqu'à la fin de l'année, il aura largement sa place chez Alfa Romeo l'année prochaine. À l'inverse de Raikkonen, qui lui, par contre, pour le coup, s'il continue sur cette dynamique-là, il est vraiment sur la pente descendante. Il l'a encore reconnu, là, hein, l'accident Kvyat-Raikkonen, au départ, j'étais le premier à dire « Yes, Torpedo is back, on va pouvoir s'amuser ». Et en fait, Raikkonen a reconnu avoir vu Kvyat se lancer, tenter le dépassement, et pas avoir eu le temps de réagir. Donc voilà, la faute était à Raikkonen, c'est encore un abandon un peu bête de sa part. Clairement, lui, par contre, n'est pas sur une dynamique positive, plutôt descendante, et s'il continue comme ça, j'aurais un peu de mal à le voir dans l'Alfa Romeo l'année prochaine. Les courbes se sont inversées à mi-saison, alors que jusqu'à la trêve, on avait un Raikkonen extrêmement dominant et un Giovinazzi à la peine. Donc ça va être intéressant de voir comment ça va gérer, mais effectivement, comme tu le dis, sur les courbes actuelles, finalement, on donnerait presque le siège plus à Giovinazzi qu'à Raikkonen. Un autre point qui nous a départagé, c'est les McLaren, puisque tu avais pronostiqué Sainz et j'avais pronostiqué Lando Norris. Et Lando Norris a fini devant son coéquipier avec une course plutôt solide, où il a toujours été dans le top 10 quasiment. Je ne sais pas si il en soit sorti une fois. Une course assez solitaire de sa part, mais une bonne course pour autant, donc très bien. Chapeau à lui. Chapeau 46 même. Et exactement, chapeau 46 en référence à son magnifique bob Valentino Rossi qu'il avait à Monza. Un bob du plus mauvais goût qu'on adore. D'ailleurs, Norris, sacré personnage déjà de ce paddock après un an. Et puis dans les flops généraux qu'on a fait, Renault, où on a tous les deux donné Ricciardo et manque de peau. Ricciardo termine derrière Hülkenberg, 2 places derrière. 2 places derrière, non, beaucoup plus que 2 places derrière, pardon. 5 places derrière, voilà, je m'y retrouve. On avait donné tous les deux Pérez, et Pérez a abandonné, fuite d'huile au 42e tour, ce qui a laissé la place à Lance Stroll, qui en plus a pu s'illustrer puisqu'il était dans ce fameux petit groupe qui a ravitaillé très très tard et qui s'est mêlé à la lutte pour les premières places pendant un moment. On avait donné Kevin Magnussen, et ça paraissait le bon pari pendant toute une partie de la course, tellement Romain Grosjean était à la traîne, mais Romain Grosjean, en poussant une autre voiture dans le mur, a pu se rebeller et finalement termine devant son coéquipier. Alors, à noter d'ailleurs que pour Magnussen, s'il a perdu, parce qu'il était quand même sur un bon rythme au départ, c'est As a tweeté là qu'il a attrapé en fait un sac plastique dans une écope, et c'est ce qui a expliqué en fait sa grosse baisse de performance. On vous mettra la petite photo du sac, ils l'ont posté. On comprend pourquoi est-ce que la voiture a baissé en performance à un moment d'une façon assez inexplicable.
Et d'ailleurs, petite info glamour, c'était la première course de As sans son sponsor fantasque Rich Energy, dont on a beaucoup évoqué le passage en F1 cette saison. Et Rich Energy, qui a continué pendant la course, a envoyé des petites piques à As en disant que finalement c'était une écurie assez lamentable et qu'ils avaient bien fait de se séparer. Donc c'est toujours une guéguerre magnifique, on ne sait pas jusqu'à où ça va aller, puisque les patrons, les actionnaires de Rich Energy sont actuellement en procès contre le PDG de la marque, donc c'est magnifique. Encore une belle trouvaille de nos amis de chez As, et on ne sait pas jusqu'à où ça va aller, mais ça va nous faire bien rigoler. Et pour terminer, chez Williams, on est tous les demi George Russell. Eh bien, Romain Grosjean en a décidé autrement, et c'est finalement Robert Kubica qui termine devant son coéquipier, puisque George Russell a abandonné très tôt dans la course au 34e tour. Voilà pour les paris. Pour le podium, on avait mis d'ailleurs, puisqu'on avait le même pari, Hamilton, Verstappen, Leclerc. Eh bien, ça sera Vettel, Leclerc, Verstappen. Donc on avait la deuxième et la troisième place inversée et Hamilton hors du podium. Donc pas un très bon week-end pour nous, mais quand il n'y a pas un très bon week-end pour nous, c'est bon signe, c'est-à-dire que la course a été du grand n'importe quoi, et c'est mieux comme ça. Plaisant. Exactement, c'est mieux comme ça. La dernière fois que c'était un 4 sur 10, c'était à Hockenheim, et c'est bien mieux comme ça, plutôt que des courses où il y a 10 secondes d'écart entre voitures. C'est ça qu'on veut, c'est se tromper et voir des courses magnifiques. Eh bien, écoute, je pense que nous en avons fini avec cette review de Singapour, review animée, parce que Grand Prix animé et pas mal de petites polémiques desquelles il fallait parler. Je te remercie Paul, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à nous partager en commentaire vos plus belles actions de ce Singapour Grand Prix. Est-ce que c'est les dépassements de Ricciardo? Est-ce que c'est les dépassements de Sébastien Vettel? Est-ce que c'est les actions un peu stratégiques de Ferrari, celles de Mercedes? On ne sait pas, où le dépassement de Grosjean sur Russell, enfin dépassement jusqu'au moment où il était derrière. Enfin, on vous laisse nous partager vos avis, et puis revenir aussi, si vous le voulez, sur la polémique de Rich Energy qui est encore une fois magnifique. Ça nous fera grand plaisir, on aime beaucoup Rich Energy, ce sont des amis. Il faut le dire, s'ils sont exceptionnels. N'hésitez pas à appuyer sur la cloche. On ne sait toujours pas ce que ça donne, mais ça rend les gens heureux, donc ça nous rendrait heureux, et ça vous rendrait heureux. Et si ça rend tout le monde heureux, ça rend Lance Stroll heureux, et ça c'est beau. Donc faites-le pour Lance, on va lancer le hashtag faites-le pour Lance. Ouais. Et puis mon cher Paul, je te remercie, et Multi21 revient très vite, puisque cette semaine c'est déjà semaine de Grand Prix, c'est la Russie, c'est Sochi, ça va être magnifique, ça va être la sieste, ou peut-être pas, on ne sait pas. Et sur ce, à la prochaine. À la prochaine.